Comment réaliser un très gros projet photographique? C'est la question que j'ai posée à Malo, photographe parisien, avec sa série Une vie de château, qui met en scène la vie de jeunes hommes à tête de félin dans un château. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, je suis parti interviewer un photographe que j'apprécie énormément, autant pour ses photos que pour sa gentillesse. Et un peu aussi pour son nom, car ça me rappelle un peu ma Bretagne. Je vous présente donc Malo, qui va nous parler essentiellement de son projet Une vie de château. Un très gros projet qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Et j'ai quand même pas mal envie de savoir comment il a pu gérer tout ça. Donc c'est parti. Bonjour Malo. Bonjour. Déjà, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, si t'es vraiment photographe, si c'est vraiment c'est toi qui as tout fait. D'accord. Alors, je suis photographe. Initialement, je suis plutôt directeur artistique, c'est-à-dire je suis graphiste, je fais des affiches, je fais ça depuis une vingtaine d'années maintenant. Ok. Et j'ai repris la photo, parce que j'ai toujours fait un petit peu de photo, mais j'ai repris réellement la photo dans les années 2010. Qu'est-ce que tu as fait du coup comme photo? Enfin, tu voulais parler un petit peu de Voilà, toi. j'ai fait deux premières séries. Une première série avec des bébés qui s'appelle Un jour mon enfant tu seras, qui est sur le fantasme des parents sur le devenir de leurs enfants. Et une autre série qui s'appelle La vie ordinaire d'un homme invisible. Et c'est un père de famille dans les années 50. Et c'est l'absence, c'est le père de famille qui est là sans y être, qui fournit tout le confort matériel, mais quand il est là, n'échange pas, ne partage pas. Tu as fait quand C'est sorti en 2012. C'est D'accord. sorti en 2012 et voilà, ça a été vraiment en parallèle. J'ai eu les bébés et ça qui sont sortis début 2012. Et est-ce que tu peux expliquer du coup ce projet? Une vie de château, A Golden Youth. Mhm. Donc c'est la jeunesse dorée, ce sont de jeunes châtelains, donc ce sont des jeunes hommes qui sont affublés de têtes de félins. Donc ces têtes de félins, en fait, c'est d'abord la projection qu'ils ont d'eux-mêmes, un peu grand fauve animal, le côté un peu arrogant de jeunes hommes. Mhm. Et en même temps, c'est aussi le côté prédateur carnassier pour les gens qui les entourent, du fait de leur statut social, qui est quand même de haute volée, on va dire. Tu as construit ça comme un scénario de film. Oui, oui, très clairement, pour ce qui est après de mettre en œuvre, oui, complètement. Tu me parlais des histoires d'échanges pour trouver les bonnes idées, pour des Ouais, questionnements. ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on a une idée, bah, c'est bien joli, mais on végète un petit peu avec. Donc on a besoin de la faire rebondir, cette idée. Donc moi j'aime bien parler à mes proches, il y a des gens de confiance, hein, bien sûr, et dégrainer un peu comme ça mon idée. Quand tu en parles aux gens, au bout d'un moment, si tu ne fais pas, voilà, c'est aussi une bonne manière de s'engager. Comment tu as commencé à concrétiser le projet? Bah en fait, c'est simple. Une fois qu'on se lance dans le projet, alors moi j'ai cette chance d'avoir une amie qui est d'Airprod et qui pour le coup sait établir un budget. Donc on a fait une ligne par chose et elle met des lignes là où on n'y pense pas forcément, c'est-à-dire bah, la catering, c'est-à-dire bah, les gens viennent mais si tu les nourris pas, ils se dessèchent. Voilà, ils sont Un petit peu malheureux. essayé, mais Et bah, les transports, les locations, c'est surtout qu'en plus, en ayant des fauves comme ça, tu as dû payer un sacré truc en barbac. en barbac, Ouais. cher. Non mais voilà, voilà. Et il y a énormément de lignes qu'on oublie. J'ai beau financer une bonne partie de mes prods, ce que j'avais fait les fois précédentes, là quand même c'était au-delà de mes moyens. Il a fallu que je lance donc le fameux crowdfunding qui m'a permis de financer le projet. Voilà. 8005 ça me paraissait envisageable, au total on a levé 9005. Donc c'était très bien, on retire les quelques frais, les 10%, il en reste 8005 en gros, donc c'est parfait. Et puis bah, après, le reste, on avait fait un plan de charge, en gros on était à 15 000. Mais donc de lancer le crowdfunding, bon, on n'a plus le choix. Ça y est, c'est lancé. Voilà. Donc du moment où j'ai lancé le crowdfunding et jusqu'à la fin du projet, donc se sont écoulés 10 mois. Qu'est-ce que tu offrais dans ce crowdfunding? Alors il y avait au début, ça va, du simple remerciement, à poignée de main, et puis bah, après on allait jusqu'à des tirages. Pour te dire les plus grosses contributions, moi la plus grosse contribution on m'a donné 1 500 €, en échange de quoi la personne a eu un 60-90, encadré, tout ça, numéroté, signé, qui est une photo qui se vend à un petit peu plus de 3 000 €. Donc avec quelques autres contreparties également. Donc voilà, c'était une vraie contrepartie. Et tu avais déjà des devis sur, par exemple, le château? Ah, par exemple, alors, je suis passé, la première fois, j'ai demandé un devis officiel. C'était genre 10 000 € pour 3 jours, un truc comme ça. Bon, voilà, je vous remercie, ça va pas le faire. Voilà, donc après, bah, j'ai tapé à la porte de plein de châteaux différents. J'ai eu des devis très très chers. Et j'ai eu mon château, qui est le château de Ferrières-en-Brie, qui est l'ancien château des Rothschild, où il y a pas mal de tournages cinéma. Et eux, ils m'avaient fait un premier devis à 2005 jours, donc on était quand même assez élevé.
Et puis, force de négociation, un peu jeune photographe, pas beaucoup d'argent. Voilà. Et ça a pu fonctionner un petit peu, on a baissé à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Voilà. J'ai eu une déconvenue. À chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, on a une déconvenue. La bonne nouvelle, c'était trouver le lieu, voir que budgétairement, c'était accessible. Et la mauvaise nouvelle, c'est que il n'était pas meublé. Et ça, c'était pas prévu. Donc j'ai réussi à trouver un partenariat avec un brocanteur, un antiquaire, qui m'a laissé accéder à son parc meuble. Et donc voilà, je suis arrivé avec 2 camions de meubles, on a meublé avec 2 camions. Donc voilà, le château était une bonne chose. Après, il nous a fallu le groupe électrogène parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Voilà, il y a toujours des tas de contraintes qui viennent se greffer. Donc le groupe électrogène, 2 camions de meubles, des décos du coup, parce qu'il faut déplacer les meubles, il faut installer des rideaux aux fenêtres, il faut donner... 3 jours, quoi. Tout ça en 3 jours, mais à prévoir au préalable. Et ça, c'était en même temps du crowdfunding. Donc en même temps de monter le crowdfunding, de porter le crowdfunding, c'est trouver toutes les astuces pour que le projet soit toujours viable. Après, il faut monter l'équipe. Il y a 20 personnes. Donc il y a 6 modèles, maquilleuse, coiffeuse, styliste. La styliste, elle a accès au bureau de presse, mais on a quand même d'autres personnes à trouver. J'ai contacté Lou Boutin, donc j'ai fait un dossier de présentation qui a trouvé le projet très bien, qui m'a dit vous avez accès au bureau de presse, formidable. En fait, c'est là où ils peuvent prêter des objets. Voilà, en fait, ils prêtent pour la presse, Ouais. pour les éditos presse, mais pour les projets artistiques, non, parce que ils sont très sollicités et puis surtout, il n'y a pas de signature à proprement parler. Alors, on n'a pas la signature d'un magazine, c'est pas commandité. Donc il faut vraiment montrer patte blanche et puis il faut séduire, quoi. Il faut que le projet séduise. Donc, ça s'est très bien passé avec Lou Boutin. C'est des bons contacts aussi pour plus tard. Toujours. De toute façon, ça fonctionne comme ça. Et surtout, voilà, et on utilise un bon contact pour en trouver un autre. C'est-à-dire qu'une bonne nouvelle, on la fait valoir à d'autres. Par exemple, toujours par les financements, j'avais besoin de partenaires. Donc Profoto, Nikon et Picto ont été mes partenaires, les uns derrière les autres. C'est-à-dire qu'une fois que j'en avais un, ou que j'en avais un qui était plus ou moins pour parler, j'allais voir le deuxième en disant j'ai le premier. Voilà, et ça fonctionne comme ça. Et surtout, il faut, en fait, c'est brique par brique, c'est marche par marche. Chaque bonne nouvelle est quelque chose sur lequel on s'appuie pour faire valoir auprès d'autres. Voilà, et c'est comme ça qu'on construit petit à petit. Et comment tu as eu l'énergie pour pouvoir faire tout ça? Parce qu'à t'écouter, c'est des dizaines, des centaines de coups de fil. Ouais, mais complètement. Et on se fait casser les pattes. C'est-à-dire que quand moi, le Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne, le château, j'y croyais, c'était acquis à un moment donné. Et puis au final, la conservatrice a dit non. Donc il faut pas, voilà, c'est pas grave, il y a toujours d'autres personnes à contacter. C'est ça l'idée. Donc ne jamais, en gros, s'arrêter. Et surtout ne pas se restreindre. Si on se restreint déjà sur la qualité du projet, alors qu'on va être restreint par les gens. Si on commence nous-mêmes à se restreindre, forcément, ça dénigre. Donc il faut toujours aller chercher le mieux de ce qu'on souhaite, et puis on se fera bien brimer par les autres. Donc voilà, il ne faut surtout pas se brider. 3 jours, toi, tu essaies de découper tes 3 jours de travail en disant, bon alors, je ne peux pas solliciter tout le monde 3 jours dans les modèles. Donc je vais essayer d'avoir une journée pleine avec mes 6 modèles, et 2 jours avec 3 modèles, mes 2 hommes et la modèle féminine. Repérage au préalable, je leur ai demandé de me laisser me balader un peu dans le château quelques jours avant, enfin un petit peu avant même, qui m'a permis de prendre plein de photos du lieu, d'apprendre à le connaître, parce que donc je te dis, c'est le château des Rothschild, il fait quand même 8000 m², il y a plus de 300 pièces, il est monumental ce château, il est énorme. Et alors donc, il faut que tu apprennes un peu à l'apprivoiser. Donc tu regardes un peu à l'est, à l'ouest, les levées de soleil, couchers de soleil, comment la lumière rentre dans les pièces, comment tu peux jouer les cheminées, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis du coup, moi par rapport à mon histoire, donc j'ai fait mon storyboard, donc j'avais mon synopsis. Et là, je fais mon storyboard. J'ai dit, bon, alors voilà, mon histoire va se dérouler du matin au soir. On va passer de telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Donc ça, c'est mon plan de travail, c'est voilà, mon storyboard. Et ensuite, il faut préparer le plan de travail. Le plan de travail, c'est de dire, bon, si la lumière se lève à l'est, que j'ai mes 6 modèles à ce moment-là, donc je vais commencer à shooter dans la matinée une photo de la soirée parce que je vais les avoir tous les 6 ici, que ma lumière rentre, qu'ils vont avoir tel type de coiffure et que c'est compatible avec une recoiffure derrière un peu plus élaborée, et pas partir sur une coiffure trop élaborée pour ensuite la défaire. Enfin voilà, donc il faut vraiment penser technique et productif. Donc c'est tout ça à mettre en branle. Donc là, c'est un plan de travail à établir. Voilà. Vraiment, ça, c'est des choses très fonctionnelles. Donc on a mis en place, j'avais un mood board,
Ça, c'est pour le styliste, pour voir un peu comment on allait travailler. Elle m'a fait après un mood board sur chaque modèle. On avait panthère, tigre, journée 1, journée 2, journée 3, matin, après-midi. On avait sur chaque modèle comme ça. Donc ça, c'est des gros échanges avec la styliste. La même chose avec la coiffeuse, la même chose avec la maquilleuse. Donc on a la soirée où on va avoir quelque chose de beaucoup plus élaboré, on a la partie jour où on voit quelque chose de beaucoup plus léger. Donc tout ça, c'est à anticiper et tout ça va participer à construire ce fameux plan de travail des photos pour savoir exactement où on va aller. Après, la même chose avec les meubles, parce que bon, moi je suis venu avec mes 2 camions de meubles. Alors ça me paraissait bien, sauf que 2 camions de meubles dans un château, j'avais un peu l'impression de jouer à la dinette. Parce que moi, mes meubles, ils étaient petits. C'était quand même des beaux meubles d'époque, mais dans un lieu comme ça qui est immense. Après, il y avait toujours en accessoires, beaucoup d'accessoires. Ça, c'est aussi des choses qui agrémentent et qui changent. Donc, une nappe, des fleurs. Donc, j'ai fait appel à une fleuriste. On a choisi des fleurs de jardin. Parce qu'en fait, les châteaux, en général, c'est le jardinier qui va cueillir dans les jardins les fleurs qu'il ramène. Donc, on a choisi des fleurs de jardin. Donc voilà, on a choisi nos bouquets selon les pièces avec des bouquets bien larges, d'autres plus intimes en fonction de la scène et de la place qu'ils devaient prendre, quoi. Des tableaux, des miroirs, des sculptures, on a ramené des bustes, on a ramené... Et puis aussi le petit détail qui apporte. Pas juste au superflu. Voilà. Effectivement, un livre, voilà, on a mis des dragées à un moment donné, c'est le thé, c'est la petite théière, le truc, qui soit bien en adéquation avec la scène et qui rapporte. T'avais tout bien prévu, genre il n'y a pas eu un moment dans les 3 jours, non merde j'ai pas ça, faut que j'aille chercher. Non, parce que ça c'est une bonne liste avant. On était passé chez le pâtissier chercher les gâteaux, on a fait faire des gâteaux spéciaux. Il y en a un, il y a une boutique à côté de Répu qui fait des gâteaux, des pièces montées assez incroyables, assez folles. Voilà, donc on a commandé un gâteau chez eux, j'avais commandé un fraisier ailleurs qu'on a pu manger après. Voilà, il y a quand même des bons moments dans tout ça. Surtout, tu ne peux pas te permettre. Et c'est quand même terrible, c'est que tu organises avant, tu prépares tout. Et puis tu arrives le jour du shooting, tu as envie de dire « Ah yes, ça y est, j'ai tout fait, j'ai envie de me reposer ». Et en fait, non, parce que moi, mon job, c'est maintenant qui commence vraiment. Tout ce que j'ai fait avant, ce n'était pas mon métier. Je l'ai fait parce que je n'ai pas le choix. Mais mon métier, il commence là. Donc voilà, là, c'est dit « Bon, maintenant ». Et là, tu as 20 mecs, enfin 20 personnes, qui sont là en face de toi, puis ils te regardent, font alors, on va y aller. Je me casse. C'est trop ça. Si tu n'as pas préparé avant, c'est même pas la peine. Si tu ne peux pas dire à la personne, alors, on va aller shooter là ou là, j'hésite. Non, c'est pas possible, il faut savoir. Il faut savoir, t'emmènes tout le monde. En fait, tu es un chef d'orchestre et tout le monde se repose sur toi. Et ton équipe était constituée de tu alors, parlais donc styliste, maquilleuse, coiffeuse, la dire de prod, les 6 modèles. J'avais moi 2, 3, au total il y avait 3, enfin un premier assistant lumière, j'avais 2 assistants plateau et j'avais 2 personnes pour la déco qui déplaçaient. En fait, ils ont fait beaucoup de déménagements surtout, mais ils ont fait aussi de la déco dans le sens où ils ont accroché les rideaux aux fenêtres, ils ont fait tout ça, tous les voilages. Après, il y avait ceux qui ont fait le making-of. Donc là, ça a tourné, mais en gros, on va dire une personne par jour. Voilà, il y avait aussi ce que j'appelle le sage, c'est mon père, qui est photographe argentique, donc voilà, traditionnel, qui peut te dire à 2 diaph près de combien est la lumière, quoi. Donc le sage, on était 20 personnes. T'en es sorti comment de ce shooting ? Épuisé, mais survolté en fait. En fait, la fatigue vient après. On a fait 7 photos par jour, ce qui est quand même considérable. En 3 jours, après le budget ne me permettait pas plus. Idéalement, dans ce genre de photos-là, l'idéal, c'est que tu fais une photo par demi-journée, voire par journée. Est-ce que tu n'as pas vu être trop grand au niveau du nombre de photos ? Si, clairement. 20 photos, c'était de la folie. Ensuite, ça a été... alors moi, j'avais voulu faire les animaux. Donc au début, j'avais contacté le Muséum d'histoire naturelle pour photographier des félins empaillés, pour les photographier à 360 degrés, que j'ai tout. Et puis bon, c'était compliqué, ça ne s'est pas présenté. J'avais contacté Derol, qui est un taxidermiste qui fait des animaux qui sont absolument superbes. Mais voilà, donc il n'y avait pas toute la variété que je souhaitais. Donc du coup, je suis allé dans des zoos, j'ai fait 7 jours de prise de vue dans les zoos au parc des félins. Alors là, la difficulté, c'est la lumière, c'est le fait que la bête soit avachie, c'est d'avoir des lumières qui soient contraires par rapport aux photos, enfin voilà, tout plein de choses comme ça.
Donc ça m'a pris pas mal de temps. Là, ce qui était bien, encore une fois, d'être en partenariat, c'est que j'ai pu shooter moi au D800 au château, donc avec une bonne résolution, et puis basculer sur un D4S, donc un appareil qui est beaucoup plus véloce, pour aller faire de la photo animalière, et beaucoup plus adapté. Donc ça, c'était aussi l'intérêt aussi d'un partenariat, c'est de pouvoir jongler de boîtier en boîtier en fonction des besoins. Travail sur les félins, donc toutes les têtes, et puis ensuite tout travail de post-prod. Donc d'abord cleaner le château parce qu'en fait il est très très abîmé, donc le renettoyer, et puis après installer les têtes. Alors à savoir que c'est toujours un petit peu difficile parce qu'un félin a la fâcheuse tendance d'être à quatre pattes, et pas nous. Et donc on a un cou comme ça qui va voilà, vraiment en arrière. Donc pour redresser, idéalement moi il aurait fallu shooter les animaux assis, mais ce n'était pas le cas. Donc il a fallu tout redessiner pour refaire une colonne, refaire quelque chose qui convienne. En sachant qu'ils n'ont pas des crânes humains, que ça colle. Enfin, bon, tout un côté un peu morphologie, comme ça, pour que ça colle. Et puis les lumières, redessiner les ombres, les lumières, pour que ce soit crédible. Ça fait combien de temps? C'est difficile de dire, mais je crois que j'ai passé une dizaine d'heures par image de post-prod. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. C'est du boulot, quoi. Ouais, c'est du boulot, ouais. C'est du boulot. Ouais. T'as fait tout ce projet-là. Hmm. Déjà, dans combien de temps tu te relances dans un autre? J'ai déjà commencé là. T'as déjà commencé? Ouais, je suis sur un nouveau projet qui n'a un petit peu rien à voir, qui est conceptuel toujours. Ouais. Mais qui n'aura rien à voir en termes de rendu. Voilà, je fais un thème conceptuel sur la mode. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans un très gros projet? Quelles seront les étapes clés vraiment à ne pas manquer? D'abord, c'est être ambitieux, voilà, et de tout chercher à faire à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, il ne faut pas se réfréner, parce qu'on aura des déconvenus obligatoirement. Être volontaire, donc. Avoir des ambitions, chercher, si on veut un château, ben on va chercher le château. Moi j'ai contacté des grands châteaux, je me suis fait ramasser, c'est pas grave. Faut pas hésiter, il faut demander, faut pas être lourd, faut pas être insistant, faut pas être déplacé bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas de mal à demander à quelqu'un. Et puis après, faut quand même s'organiser. C'est-à-dire qu'un gros job, si à un moment donné, pourtant je suis pas spécialement organisé, hein, mais voilà, si tu te crées pas une petite structure, c'est pas la peine. On se fait bouffer. Un projet, quel qu'il soit, c'est toujours un travail d'équipe. Si j'avais pas une bonne maquilleuse, ça n'aurait pas marché. Si j'ai pas une bonne coiffeuse, je veux dire, il y en a un qui fait défaut dans l'équipe et tu as un projet de merde. De toute façon, on a beau être l'initiateur, l'instigateur d'un projet, on a beau être le chef d'orchestre, c'est un travail d'équipe et le résultat, c'est un travail d'équipe. Si ton modèle il fait une pose à la con, tu as une photo à la con. Si tu as qui que ce soit qui fait un mauvais travail, ton projet n'est pas bon. Donc, c'est un travail d'équipe et pour ça, il faut caster, il faut s'entendre, il faut avoir confiance et il faut surtout après aussi donner la confiance aux gens, voilà, même si ce n'est pas toujours facile. Ouais. Il faut savoir déléguer chacun dans sa partie, tout en étant présent, hein, parce qu'il ne faut pas non plus complètement abandonner un poste et puis d'un coup le styliste revient et des trucs, mais c'est quoi ça tu vois, donc il faut quand même être présent. Mais voilà, il faut savoir s'entourer, ça c'est évident. D'accord. T'aurais quelque chose d'autre à dire ou c'est bon? Bonne chance. C'est pas mal ça. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et puis maintenant, je vais aller préparer mon très gros projet. Merci Malo pour le partage de ton expérience et pour toutes ces précieuses informations. Vous pouvez retrouver Malo sur son site et ses réseaux sociaux. Les adresses sont données juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et vous pouvez toujours cliquer ici pour recevoir un big épisode, donc une formation gratuite sur Photoshop. Gratuitement. J'avais autre chose à dire, mais du coup je l'ai dit avant. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de F1.4. Entre-temps, sortez, imaginez des énormes projets, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.